objectif. Donc, je vais y aller. Je tenais à vous dire quelques mots en cette rentrée de la Fédération des Pyrénées-Orientales, dans un contexte politique national et international en grande turbulence. Je tiens d'abord à remercier vous toutes et vous tous présents aujourd'hui, nombreux, plus de 200 personnes, dans cet endroit de la Salanque blanche, qui a contribué à nous donner la victoire en juin aux élections législatives, qu'ils en soient remerciés. Je n'oublie pas les fenouillèdes qui sont par là, sinon ils vont me faire encore une histoire, qui ont contribué aussi à cette victoire. Mais je dois dire que nous avons trouvé pendant cette campagne de précieux amis, de précieux compagnons de route, et ça promet, je crois, des jours bien meilleurs pour les années à venir. Je salue notre député européen de cette circonscription, notre ami Édouard Ferrand. Je salue nos conseillers régionaux. Alors, on va faire selon la politesse. D'abord, les conseillers régionaux qui viennent d'autres régions. Sylvie Beaulieu de la région de Bourgogne. Puis, au sein de la région que je me refuse toujours à appeler région Occitanie, mais région Languedoc-Roussillon, je salue notre voisine de l'Aude. Où est-elle? Laure Emmanuel Philippe, qui est là. Et évidemment, nos conseillers régionaux, Sophie Blanc, fond de la salle, Marie-Thérèse Feuzenbeck, et notre ami Xavier Baudry. Je ne sais pas où il est. Ils sont disséminés. Ça va venir. Je salue, c'est la cerise sur le gâteau, Olive. Je salue les conseillers municipaux, d'abord ceux de Perpignan, qui sont présents aujourd'hui, notre ami Bolo, que je vois Alexandre, notre ami Mohamed Belbou, qui doit être par là, le docteur Gâteau, que j'ai vu de ce côté, et Catherine Pujol, ma suppléante, ici présente. J'excuse nos amis Pinger, Grosbois et Claudine Fuentes qui n'ont pu être présents ce jour. Les conseillers municipaux du département avec Barcarès, notre ami Philippot, Daniel Philippot. Il est où? Les conseillers municipaux et municipales de Sainte-Marie, Rosalia et notre ami Bruno Vadier, ils sont où? Rosalia était à l'entrée, Bruno là-bas. Je sens que je vais en oublier. Mais, et surtout, vous allez dire le dernier que je vais m'apprêter à citer, qui est candidat aux élections sénatoriales, conseiller municipal d'Espira de la Glie, en binôme avec comme suppléante Sandrine Dogor, notre ami Robert Olive. Monsieur le sénateur, où est le sénateur? Ah, il est là-bas. Voilà. Il vous dira peut-être un mot après le repas. Et je crois que j'en ai terminé avec les remerciements de tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Mais je voulais surtout consacrer mon propos à ce qui nous est de plus cher, la France, et de ce qui est un instrument au bénéfice de la prise du pouvoir, précisément en France. Je voudrais vous parler de l'avenir du Front National et du Rassemblement Bleu Marine. J'ai attendu un certain nombre de semaines et de mois avant de vous livrer le fond de ce que je pense sur l'avenir de notre mouvement politique. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup entendu, j'ai beaucoup écouté,
Et je tenais à vous faire part quand même de la réflexion de celui qui commence à être au sein de notre mouvement politique un ancien, d'un militant tel que je le suis et tel que je l'ai toujours été, qui a pris sa carte dans un parti politique il y a déjà longtemps, à un moment où l'ensemble des partis politiques, vous me direz ce n'est pas nouveau, nous traitaient déjà de tous les noms d'oiseaux, fascistes, nazis, d'extrême droite, etc., etc. Et à un moment où le parti connaissait des fortunes diverses et où, en adhérant au parti, on n'avait pas automatiquement un mandat. Pour ceux que ça intéresse, une personne comme moi, qui aujourd'hui a été conseiller régional, député européen et maintenant parlementaire français, j'ai attendu 8 ans avant d'avoir un mandat. Colleur d'affiche, responsable FNJ, responsable de canton, puis responsable de circonscription, puis dans un bureau départemental, puis conseiller régional, tout en préparant une thèse de droit, etc., etc. Vous connaissez mon parcours, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Et c'est vrai que quelquefois, j'ai mal au ventre d'entendre ce que j'entends et de voir ce que je vois. C'est-à-dire des gens qui ont signé simplement une adhésion, et encore quand ils l'ont signé, qui se font élire et qui tout de suite passent à la critique sans discernement, sans se rendre compte de la somme de sacrifices de tous ceux qui sont passés dans le combat national depuis bientôt 30 ans. Je voudrais dire à cela de bien regarder le contexte, de bien mesurer ce qui se passe dans notre pays, de bien regarder l'évolution néfaste, politique, intellectuelle, économique, sociale, de bien regarder les forces en présence, de bien regarder celles et ceux qui sont responsables de notre décadence aujourd'hui, et de bien mesurer par rapport à tous leurs défauts, toutes leurs responsabilités, toutes leurs erreurs, toutes leurs trahisons, ce que notre famille politique et notre formation politique a apporté dans le débat français de lucidité et de courage dans les analyses et dans les propositions. Alors que chacun mesure bien tout cela avant, j'allais dire, de dresser des tableaux apocalyptiques ou de critiquer tout et n'importe quoi, en vous rappelant des chiffres. Depuis que Marine Le Pen est présidente du Front National, d'abord, j'allais presque dire par ordre décroissant, au présidentiel, j'entends critiquer, oh là là, c'est affreux, on a raté l'élection, 11 millions de voix. Score jamais atteint, ni par un candidat de la famille nationale, ni par une seule formation politique face à l'ensemble du système coalisé. Et pas seulement les partis politiques, mais tout le reste, tous les cercles philosophiques, les religions, les grandes entreprises, le milieu associatif plutôt de gauche, tout ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui qui profite du système sans rien jamais évidemment faire pour la nation et qui, dès qu'il s'agit de sauver leur place alors qu'ils sont dans des familles politiques différentes, se rejoignent précisément pour sauvegarder ce qui peut l'être. Alors moi je vous dis très vieux, je suis très fier de ces 11 millions de voix. On n'a peut-être pas gagné, mais je peux vous dire que c'est un jalon très important pour la suite du combat qui va être mené. Comme les 7 millions Z du premier tour, où nous avons quand même éliminé le candidat du Parti socialiste, qui était quand même parti au pouvoir, qui avait la majorité à l'Assemblée, qui avait la présidence de la République, qui avait pratiquement la totalité des départements, des régions, des grandes villes, etc. Et nous avons éliminé le candidat des Républicains, qui lui aussi, j'allais dire, représentait une masse considérable de grands élus. Le Sénat, les régions, des départements, des grandes villes. Et nous, j'allais dire, avec la candidate Marine Le Pen et vous, les militants, les électeurs, nous avons quand même réussi la prouesse, non seulement d'accéder au deuxième tour, mais de réaliser, évidemment, entre le premier et le deuxième tour,
un bond quantitatif énorme par rapport à la situation. Alors, ne nous laissons pas gagner par des sentiments de défaite. Ce serait absolument une sottise. En politique, le désespoir, est une sottise absolue. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, vous n'êtes jamais mort en politique. Vous ne disparaissez jamais. Souvenez-vous, le parti gaulliste en 56, 4,2% des voix. En 58, il était au pouvoir. Souvenez-vous des déboires de François Mitterrand contre Valéry Giscard d'Estaing dans un débat qui n'avait pas été très bon, mais qui le propulsera président de la République en 1981. Souvenez-vous de Nicolas Sarkozy et de ses élections européennes ratées et qui a fini lui aussi président de la République. Alors il ne faut pas comme ça regarder avec une lorgnette, j'allais dire ce qui n'est pas allé, mais plutôt se concentrer sur ce qui précisément a marché et regarder ce qui pourra à l'avenir être encore meilleur pour la victoire de nos idées. Depuis que Marine a été élue, c'est comme ça, les cantonales, départementales ont été de très bonnes élections. Nous avons eu ce que nous n'avons jamais eu. 80 conseillers départementaux sur l'ensemble du territoire. Au régional de 2015, plus de 300 élus et 6 820 000 voix. Alors, et je ne parle pas des municipales où nous avons eu une dizaine de municipalités et où nous avons fait élire un certain nombre de maires qui, sans le Front National, n'auraient jamais été élus, et je pense notamment à notre ami Ménard de Béziers. Alors, attention à la manière dont nous allons aborder ces échéances-là. Attention aux malfaisants, aux jaloux, aux pressés, aux vendus, aux mégalomanes, aux narcissiques, à tous ceux qui pensent qu'ils sont toujours meilleurs que les autres, mais dont moi je n'ai pas pu me rendre compte leur énorme qualité, si ce n'est d'appartenir à un mouvement qui précisément fait la force de ce que nous sommes et des élections à venir. Rien n'est plus important que l'unité du Front National, qui n'est pas un club d'amis, qui n'est pas un ramassis de clans, qui n'est même pas le compromis entre plusieurs écoles de pensée, mais qui est tout simplement un rassemblement de nationaux, de patriotes, de républicains, de ceux qui aiment la France dans le cadre de la démocratie et fidèles à la Constitution française. Nous sommes de ce point de vue-là un parti démocratique, légal, qui n'avons de leçons à recevoir de personne, et surtout pas de nos adversaires politiques, dont vous avez pu voir qu'ils étaient, en tout cas à la télévision ce matin, tous en train de regarder ce qui se passe à la fête de l'humanité, dont je rappellerai quand même que le journal L'Humanité est un journal qui avait demandé sa reparution sous l'occupation, avait félicité la victoire des Allemands en 40, notamment au moment du pacte germano-soviétique, et qui a systématiquement salué absolument tous les dictateurs et la mort des dictateurs, qu'il s'agisse de Staline, qu'il s'agisse de Pol Pot ou d'un certain nombre d'autres, jusqu'à Fidel Castro, et qui trouve encore, j'allais dire, des choses positives dans le régime de M. Chavez et de M. Maduro. Alors excusez-moi de vous dire qu'effectivement, je ne partage pas ces valeurs-là. Et je suis bien heureux. Et je suis bien heureux d'appartenir à un mouvement qui ne va pas puiser ses racines, contrairement à ce qu'on dit, dans des régimes totalitaires qui ont ensanglanté le siècle dernier par des idéologies qui ont soit privilégié la race, soit privilégié la classe sociale, mais qui les deux se sont soldés par des dizaines de milliers de morts, de millions, de persécutions et d'injustices absolument abominables. Alors j'espère que pour tout le monde c'est clair. Voilà ce qu'est le Front National, rien de plus. Et je le dis à un certain nombre, je ne sais même pas les qualificatifs qu'il faut employer, un certain nombre d'imbéciles, je suis poli, qui sont capables
de faire un scandale sur les réseaux sociaux parce que notre ami Florian Philippon est allé manger un couscous dans un restaurant. Je dois dire que ceux-là, je leur dis, il y a la télévision, n'ont pas de place chez nous. Voilà, pour des raisons simples. C'est que quand on commence à regarder, à trier ce qu'il y a dans l'assiette, on va voir et on trie ce qu'il y a aussi quelquefois dans les origines. Et on se rend compte qu'on s'est trompé de parti, surtout au Front National, qui, je rappelle, est historiquement le parti qui a défendu l'Empire, le parti qui a défendu notamment l'Algérie française, les pieds noirs représentés et les harkis. S'il y a des gens qui veulent défendre la race blanche ou la religion unique pour tout le pays, je leur conseille de monter leur parti, de défendre leurs valeurs à visage découvert, mais à ne pas venir profiter précisément des victoires du Front National pour avancer masqué dans un parti qui n'a pas ces idées-là. Que ce soit clair pour tout le monde, et c'est valable pour tous les départements et pour tout le mouvement. Je voudrais aussi rappeler des idées simples sur le programme. J'entends là aussi raconter n'importe quoi. Le programme que nous défendons aujourd'hui, par exemple contre la mondialisation de l'économie, ça date dans notre famille de pensée depuis 1995. C'est pas arrivé comme ça récemment. Depuis 1995, le Front National et ses alliés du Rassemblement Bleu Marine qui n'existaient pas mais qui l'ont précédé se battaient déjà contre les effets pervers de la mondialisation, et le groupe européen qu'il a toujours animé au Parlement depuis 1984 a toujours combattu les traités scélérats qui ont petit à petit détricoté le pouvoir français. Alors là aussi, moi je n'accepte pas les leçons de « depuis que je suis là, j'ai apporté ceci, j'ai apporté cela ». Nous sommes une stratification d'idées. Nous sommes un programme qui date déjà depuis longtemps. Et au lieu de dire « j'ai apporté », de se faire valoir dans une querelle d'ego qui me paraît dérisoire quand on regarde les enjeux, eh bien on ferait bien de regarder comment nous avions eu la lucidité précisément dans l'analyse et comment nous avions mis en garde contre les périls de cette Europe de Bruxelles et contre les périls migratoires qui menacent la France depuis déjà longtemps et qui s'apprêtera peut-être demain à la submerger, mettant en grande difficulté non seulement son identité, sa culture, son héritage, mais aussi mettra en difficulté son économie pour le plus grand malheur de tous, Français de souche ou pas, évidemment migrants arrivés de fraîche date, qui, j'allais dire, le gâteau étant de plus en plus petit, n'auront plus rien à se partager que la misère, et tout ça se terminera très mal. Ça fait évidemment longtemps que nous le disons, et je suis moi assez fier de pouvoir le dire encore aujourd'hui. De la même manière, sur l'Europe, déjà contre le traité de Rome, nous avions, les représentants de l'époque, voté contre, puis contre le Maastricht, puis contre le traité constitutionnel européen, puis contre le traité budgétaire. Nous n'avons jamais manqué à ces votes contre, précisément, parce que nous pensons que cette Europe fait un chemin qui n'est pas le bon. Et ça, je le répète parce que c'est important à l'heure, là aussi, où j'entends parler un certain nombre de choses. Nous ne sommes pas des anti-européens. Nous sommes des Européens. Espagnols, Portugais, Italiens, Allemands, tous ceux qui constituent l'Europe. J'ai un problème de pile. Tous ceux qui constituent l'Europe sont, j'allais dire, des frères européens, mais ce que nous ne voulons pas, c'est précisément ce système européen. Et laissez-moi vous dire que tout le débat sur l'euro est un débat qui est vicié, j'allais dire, à l'origine. L'euro n'est pas un problème en soi, il est un problème de cette construction européenne
et il s'effondrera avec cette construction européenne. Tous les débats qui quelquefois nous opposent au sein du Front sur cette question ne méritent pas de nous opposer. Il faut simplement proposer à nos compatriotes, une autre Europe, une autre construction européenne, une autre manière de voir l'intérêt des peuples européens, de défendre la souveraineté des nations, la liberté des nations et des peuples, et surtout de bien faire attention à toutes les politiques qui sont en train de nous être imposées, qui va précisément de la politique économique ultralibérale à la politique migratoire sans limite. Car de tout cela, ne vous y trompez pas, les gouvernements français ne mettent en application que les programmes qui viennent d'ailleurs. Et le programme que nous défendons avec Marine, pas depuis 2012, pas depuis 2009, depuis 2002, autour précisément de la lutte contre l'immigration et de la défense de l'identité, contre le communautarisme, de la lutte pour l'indépendance nationale, et notamment redonner à nos armées les moyens de faire face, surtout dans la situation où nous sommes aujourd'hui, et la défense de la souveraineté de la France, c'est-à-dire le pouvoir décider par nous-mêmes, et non pas d'être à la remorque d'un commissaire européen ou d'un président de la Commission qui n'a qu'un rêve, c'est de détricoter les nations et de bâtir une Europe fédérale qui soit peu ou prou l'un des pions du jeu mondial de la finance internationale. Voilà quel était notre programme et voilà quel est notre programme. Et depuis lors, nous le déroulons avec des hauts, avec des bas, mais je pense qu'il n'y a pas de discussion sur le sujet. Et non, je le dis à mes amis, et notamment à notre ami Gilbert Collard, la diabolisation et la dédiabolisation sont des choses importantes. Je suis pas d'accord quand il dit dédiabolisation piège à con. Parce que précisément, il est lui, celui qui est venu parce qu'il y a eu la dédiabolisation. Sinon, il ne serait pas venu. Pas plus que le maire de Béziers d'ailleurs. Et pas plus que d'autres. Donc il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Et si nous n'avions pas mis fin à un certain nombre de comportements, d'attitudes et de discours, eh bien nous serions, j'allais dire, bien en deçà que nous ne sommes aujourd'hui. Et la dédiabolisation, elle était, vous savez, un concept très simple, hein. Elle n'était pas de renier nos idées, elle était de rompre avec un certain nombre de propos ou d'attitudes folkloriques, comme celles que j'ai dénoncées tout à l'heure, et qui ne méritent pas qu'on s'y attarde, mais qui méritent qu'elles soient en dehors du Front National et en dehors du Rassemblement Bleu Marine. Donc de ce point de vue-là encore, je pense que les piliers, les fondations que nous avons mis en place en 2002 avec Marine sont des piliers solides qu'il faut perpétuer et qu'il faut évidemment protéger. Le travail du militant et de l'adhérent devront être revalorisés. Mais pour qu'ils soient revalorisés, il faudra aussi que les militants fassent preuve d'un peu de discipline, fassent aussi preuve de respect, de sens de la hiérarchie. Car comme je l'ai toujours dit, je ne vois pas comment, demain, on pourrait demander aux Français de respecter l'ordre républicain si dans notre propre famille politique, on n'est pas capable de se l'appliquer à nous-mêmes. Et ça, mesdames et messieurs, c'est quelque chose qui me paraît le plus important. Les réseaux sociaux sont en train de rendre les gens fous. Les réseaux sociaux sont un miroir déformant de la réalité. Sont quelque chose où les gens se lâchent, mais où ils ne se rendent pas compte des dégâts qu'ils peuvent faire à leur famille politique. Et donc, il faudra choisir entre ce que l'on écrit sous son nom et pas sous anonymat, comme un certain nombre de lâches qui pullulent sur les réseaux sociaux, sous son nom, en défendant nos idées. Le débat est ouvert, les discussions sont possibles, on peut ne pas être d'accord sur l'euro, sur ceci, sur cela, mais les tombereaux d'injures qui sont déversés sur les dirigeants du Front National par un certain nombre de spécimens, quand ils sont
en dehors de notre famille politique, moi ça ne me gêne pas, ce sont des adversaires politiques, mais qui le sont par des gens qui se prétendent des amis de Marine Le Pen et du Front National, eh bien ça, moi je ne l'accepte pas, et je peux vous dire que j'y répondrai toujours pied à pied, parce que je trouve cette attitude d'une lâcheté extraordinaire. Alors l'abnégation, l'humilité, la modestie, le respect, le sens du sacrifice. Il y a des gens qui se sont présentés aux élections, qui ont perdu leur boulot, ou qui ont des difficultés dans leur boulot. Il y a des gens qui ont été élus, qui sont persécutés par la justice. Non pas parce qu'ils ont des comportements incroyables, simplement parce qu'ils défendent leurs convictions et leurs idées. Toujours bien savoir, bien regarder, bien mesurer le sacrifice de ces gens-là, pères de famille, mères de famille, qui sont, j'allais dire, nos représentants, nos ambassadeurs dans les assemblées, dans les entreprises. Il faudra montrer à tous les Français le travail de nos élus, qu'on ne montre pas assez dans les assemblées municipales, dans les assemblées départementales, dans les assemblées régionales, car ils ont été élus pour défendre des idées sur une étiquette politique, et je peux vous dire, en ce qui concerne la région Languedoc-Roussillon, que nos élus font largement le boulot pour lequel ils l'ont été, précisément. Encore faut-il le faire savoir, mais c'est leur responsabilité et celle de la direction de le faire savoir précisément à l'ensemble des Français. Notre vision parlementaire en tant que député, analyser, proposer, informer. Nous n'avons pas besoin de faire comme M. Mélenchon, d'arriver avec des paquets de nouilles sur le pupitre ou de mettre ou de ne pas mettre une cravate pour se déclarer premier opposant à M. Macron. Ça, c'est trop facile et c'est du bidon. Et la ficelle de cette gauche est un peu grosse, surtout venant de M. Mélenchon, qui a été quand même pendant 30 ans membre du Parti Socialiste, sénateur du Parti Socialiste, et qui à toutes les élections n'a jamais manqué d'appeler à voter pour les candidats de gauche, quels que soient leurs opposants, qu'il s'agisse des opposants du Front National ou même qu'il s'agisse des opposants de la fausse droite. De ce point de vue-là, nous défendons nos convictions. Et quand nous sommes contre la loi travail, ce n'est pas pour plaire à M. Mélenchon et à son électorat, c'est simplement parce que nous pensons que cette loi est une mauvaise loi. Il peut y avoir de bonnes choses, mais globalement, c'est une mauvaise loi. Et j'en ai eu encore la preuve en allant au salon des entreprises du bâtiment hier à Perpignan, ou en discutant avec un certain nombre de petits chefs d'entreprise, c'est-à-dire ceux qui font le maximum d'emplois en France, eh bien cette loi leur posera beaucoup plus de problèmes qu'elle n'en réglera. C'est une loi qui a été faite pour les grands groupes et pour assouplir le droit du travail pour les grands groupes, c'est-à-dire les emplois, les amis, pardon, du MEDEF et du grand patronat. Laissons à la gauche le soin systématiquement de hurler, quel que soit le sujet en toutes circonstances, en rappelant une chose quand même. Depuis 81, on a eu 2 septennats de François Mitterrand, un quinquennat de M. Jospin. On a eu un quinquennat de M. Hollande. Et on attaque maintenant un quinquennat, on verra, de M. Macron. Mais est-ce qu'on va donner les chiffres des millions d'emplois perdus sous les gouvernements précisément de gauche? Qu'ont fait les syndicats, CGT, Force ouvrière, CFTC, CFDT? Qu'ont-ils fait pour empêcher que le système ne broie précisément les industries, les agriculteurs, les entreprises et fasse disparaître des milliers et des milliers d'emplois en France? J'ai toujours dit pas grand-chose. Et je les compare souvent à des croque-morts qui accompagnent à leur dernière demeure les cortèges de licenciés avec des pancartes et toujours en critiquant la politique du gouvernement, mais qui systématiquement et à chaque élection apportent par leur voix la majorité à des gens qui précisément combattent les idées qui permettraient de remettre la France en mouvement et de remettre l'économie de la France en marche. Alors ne nous trompons pas de combat. Le combat droite-gauche est un leurre, car aujourd'hui en France, il n'y a plus de droite et il n'y a plus de gauche. Les uns et les autres sont à la soupe.
à la soupe de l'Europe, de la mondialisation. Et dès qu'il y a des lois importantes pour le pays, eh bien, ils font bloc pour voter ces lois ou pour faire semblant de s'y opposer. Mais il y a une seule chose où vous voyez la collusion des uns et des autres, c'est dans l'immigration. Parce que l'immigration n'a jamais cessé, y compris sous les gouvernements de droite. Parce que la droite n'a jamais été capable de s'opposer ni à l'immigration sauvage, ni au communautarisme, ni à l'islamisme radical. Jamais. Ils ont systématiquement collaboré. Et souvenez-vous que l'UOIF, que le Conseil français du culte musulman, que toutes ces organisations dites représentatives ont été créées précisément sous les gouvernements de droite. Et qu'un certain nombre de maires, un certain nombre de départements, un certain nombre de régions ne tiennent leur pouvoir que par l'apport clientéliste d'un certain nombre de communautés qui, une fois à l'élection, font du chantage et avancent dans l'espace public, y compris contre la loi de la République et contre la Constitution. Il faudra être clair là-dessus. On ne peut pas tolérer, comme M. Wauquiez, de parler à droite et d'agir à gauche, ou de faire semblant d'être de droite pour savoir pertinemment qu'il tiendra une politique de gauche. Et je pense que nous sommes arrivés à un point où il faut redonner un contenu à l'État. Il faut redonner une autorité à l'État. Il faut dire à un certain nombre de personnes, voilà ce qui est autorisé par la loi, voilà ce qui n'est pas autorisé par la loi. Si vous jugez que votre foi est incompatible avec les lois de la République, ce ne sont pas les lois de la République qui doivent s'adapter à vous, c'est à vous qui devez vous adapter aux lois de la République, et si vous n'êtes pas content, quittez la France. Le combat est idéologique. Nous sommes un grand pays. Nous avons, et malheureusement l'actualité nous en a donné récemment des exemples, nous sommes présents sur tous les océans du monde. Et j'en profite, puisque nous sommes en direct sur Facebook, pour saluer nos amis des Caraïbes, compatriotes, mais pas seulement, nos amis du Pacifique et de tous les océans du monde. Il y en a présents dans la salle, donc je les salue, et qu'ils sachent que nous sommes particulièrement attentifs au développement de la situation dans un certain nombre de petits bouts de France, mais qui sont, grâce à eux, l'un des éléments de la puissance française. Car, sachez-le, la deuxième puissance maritime du monde, 11 millions de kilomètres carrés, la France les doit à ses dom-toms, ces territoires d'outre-mer. Et de ce point de vue-là, on n'a pas le droit, comme je l'entends aussi dans ma famille politique, on n'a pas le droit de les laisser tomber. Ils ont contribué à la grandeur du pays, à la richesse du pays, et ils sont français sur un même pied d'égalité, au même titre que nous tous. Ils sont nos compatriotes, et je tiens à le rappeler ici. Nous devons donc mener un combat idéologique, ne pas laisser la gauche avancer, masquer, sans être critiquée. Les idées que vous voyez développées par M. Mélenchon et d'autres, on les connaît. C'est celle, que vous le vouliez ou non, qui a mené, sous d'autres régimes, sous d'autres formes et dans d'autres contextes, au camp d'extermination communiste, qui a mené aux discriminations sociales, qui a mené à des régimes autoritaires, totalitaires. Citez-moi un seul pays communiste qui soit une démocratie dans le monde. Et bien précisément, poser cette question, c'est y répondre. Et je pense que nous ne devons jamais abandonner ce combat idéologique. Et s'il y a parmi nous, et j'en connais un certain nombre aujourd'hui, d'anciens communistes qui sont venus chez nous, c'est pas parce qu'ils sont venus chez nous encore communistes. C'est parce qu'ils ont bien compris que les dirigeants de ce parti-là et de cette mouvance-là avaient la liberté à la bouche, mais j'allais dire, l'autoritarisme et le totalitarisme dans la tête. Ils ne sont d'accord avec vous que quand vous êtes d'accord avec eux. Dès que vous n'êtes plus d'accord avec eux, vous êtes fasciste, d'où d'ailleurs le fameux combat de l'antifascisme, qui, aujourd'hui en France, n'existe plus, mais qui permet de mobiliser les idiots utiles du système.
car on manifeste contre les fascistes entre les deux tours d'une présidentielle, on se retrouve avec Macron à la présidence et on pleure sur les conséquences économiques et sociales de sa propre responsabilité. Eh bien, de tout cela, mesdames et messieurs, je pense qu'il faut le dire, le redire et ne pas mollir. De la même manière, je pense qu'il y a une autre voie nationale que celles qui nous sont proposées, et pour une raison claire, c'est la voie que Marine Le Pen a menée depuis déjà 2002. Je le dis sans, je vais dire parti pris, je suis un observateur privilégié de ce qui se passe au Front National. Mais je pense que l'autre voie politique, elle n'est ni identitaire, ni souverainiste. Elle n'est pas, contrairement à ce que je peux lire, dans ce que j'ai appelé un identitarisme intégral et étroit, c'est-à-dire schématiquement, hormis les blancs, point de salut, et elle n'est pas non plus dans un souverainisme obsessionnel, intégral et nécessairement limité. La souveraineté est la condition, évidemment, de notre indépendance nationale. Mais elle n'est pas non plus, ce que l'on appelle le souverainisme, l'alpha et l'oméga de tout combat politique. Elle marche ensemble avec le reste. Et je demande à celles et ceux qui sont obsédés par une question ou par l'autre de se ranger bien tranquillement derrière le wagon du rassemblement qui a toujours été le wagon gagnant et de ne pas tenter par des manœuvres d'appareils internes ou externes d'influencer les dirigeants du front pour qu'ils épousent une direction ou une autre. Nous sommes un rassemblement et ce rassemblement, il n'a pas le droit de décevoir ni, j'allais dire, de suivre un certain nombre d'obligations dans lesquelles on tenterait de nous conduire. Il faut inscrire le Front National, et j'y tiens, dans le terroir, dans les traditions, dans les cultures, toutes les cultures françaises, qu'elles soient métropolitaines, ultramarines ou même historiques. Car il y a, j'allais dire, une présence sur notre propre territoire qui est une présence de l'Empire et qui doit être défendue bec et ongle. Je ne vais pas revenir dessus, vous connaissez ma position sur les harkis et mon combat en faveur de la défense de leurs intérêts moraux et politiques. Notre histoire, toute notre histoire, il faut remettre le bon sens paysan au cœur de l'ADN de notre formation politique. Car je pense que c'est par le local, la politique locale, que nous arriverons précisément à gagner les combats nationaux. C'est pas le tout d'avoir des grandes idées, de passer son temps sur les réseaux sociaux. C'est aux Français qu'il faut aller expliquer, sur le terrain, dans les communes. Et je peux vous dire que pour avoir fait campagne quand même au plus près de nos concitoyens, pour avoir suivi un certain nombre de mes compatriotes, de mes amis, de mes candidats, sur la 4, sur la 3, sur la 1, sur la seconde, de suivre notre ami Robert Olive et Sandrine Dogor sur les sénatoriales, il y a une attente pour ça. La politique ne consiste pas à se pavaner à la télévision. La politique consiste à être sur le terrain, en expliquant qui nous sommes, en expliquant ce que nous voulons, en montrant la diversité des visages qui sont ceux aujourd'hui de cette assemblée, toutes origines, toutes religions, mais un seul drapeau, le drapeau français, que vous voyez ici partout, car je pense que c'est dans l'unité de la France, c'est dans l'unité de la France et la diversité de son peuple que nous arriverons demain à riposter à l'entreprise de conquête, j'allais dire, des nations par la mondialisation et par un certain nombre de politiques qui ne visent qu'à détruire les nations. Soyez fiers de cela. N'ayez pas peur de défendre cet héritage-là, parce qu'il est précisément notre héritage, il est celui du Front National et il est celui de notre famille nationale. Ceux à qui ça ne plaît pas ne sont pas obligés de rester chez nous. C'est quand même pas difficile. Et ça a toujours été la politique du Front depuis l'origine.
Alors nous allons évidemment nous moderniser. Nous allons proposer des chantiers. Les adhérents seront associés à ces chantiers. Vous recevrez des éléments pour contribuer par des propositions au renouveau de notre famille politique et de notre mouvement. Faudra-t-il changer de nom? Je n'en sais rien. Et à la limite, je tiens à vous dire, c'est secondaire. Faudra-t-il revenir un peu sur l'euro, pas beaucoup sur l'euro? C'est secondaire. L'essentiel, c'est la politique et l'Europe que nous voulons construire. C'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est l'identité que nous voulons défendre dans toutes ses composantes, sous tous ses aspects, sur l'ensemble du territoire, dans toutes ses régions. Nous ne sommes pas opposés, contrairement à ce que je peux lire, à la défense de l'identité catalane, par exemple. Pas plus nous sommes opposés à la défense de l'identité occitane, puisque les deux identités, et d'autres, alsaciens, basques, bretons, font partie de l'identité nationale. Sans apport de l'identité catalane, sans apport des Bretons, sans apport des Basques et des Alsaciens, pas d'identité française. C'est l'ensemble de ces identités qui font l'identité nationale. Et au moment où le débat est en train de partir à l'affrontement, regardez ce qui se passe en Espagne, c'est un bon exemple de l'opposition des identités régionales à l'unité d'un pays. À ceux qui pensent précisément qu'on résout tous les problèmes en se refermant en quelque sorte sur une identité locale, je dis attention. Attention à ce débat il est miné. Et si moi je suis attaché à l'identité catalane, à l'histoire de cette terre ou d'une partie de cette terre, c'est aussi parce que je ne veux pas qu'elle soit influencée par une immigration massive qui, par la loi du nombre, emportera avec elle, dans un flot absolument conséquent, l'identité catalane et avec elle l'identité française. C'est dans la démocratie locale que nous puiserons les ressources à la victoire de nos idées nationales, dans une logique d'unité et pas dans une logique de clan, de secte ou d'idées étroites. Et je vous engage tous, à chacun à votre place de militants, de cadres, d'élus, de bien défendre précisément à la fois notre histoire, à la fois l'histoire qui aujourd'hui est celle que nous sommes en train de bâtir, notre mouvement, sa présidente, qui n'est contestée, excusez-moi, par personne, car je ne vois très honnêtement personne qui soit capable aujourd'hui de lui succéder. Quelles que soient par ailleurs les critiques que j'entends, que l'on peut formuler, mais je vous rappellerai que le Front National est une organisation humaine, et que nous sommes faits de chair et de sang, comme nous tous. Nous avons aussi des cœurs, des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Et un certain nombre de critiques sont absolument minables, je le dis, et ne sont pas dignes d'un militant nationaliste, d'un militant républicain ou d'un militant patriote, qui demain formeront l'ossature de la reconquête nationale et de la reconquête de la France. Alors, et j'en termine, je vous demande de faire bloc dans le débat en participant à ce combat pour la rénovation du Front National, de faire bloc sur notre programme qui n'a pas changé et qui continuera à défendre la souveraineté de la France, l'identité de la France, l'indépendance nationale et les libertés, au premier rang desquelles les libertés communales. Pour ceux qui ont lu Alexis de Tocqueville, ils doivent savoir que c'est les libertés communales et les communes qui ont donné précisément les libertés et la liberté au peuple français. Et ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est précisément de tordre le cou à toutes les libertés d'expression, de réunion, d'opinion, aux libertés communales, c'est-à-dire à la libre administration de ces bouts de France qui demain seront insérés dans des communautés plus vastes où leurs représentants n'auront plus aucun pouvoir de décider de l'avenir de leurs administrés. Alors de tout cela, c'est
Nous sommes, j'allais dire, le parti de la liberté, des libertés. Nous sommes cela parce que nous n'avons jamais participé aux politiques qui ont conduit la France à ce désastre, et nous pouvons être fiers d'avancer avec nos militants, avec nos cadres, avec nos élus, vers, je pense, pour l'avenir, un mouvement renouvelé, un mouvement rénové, un mouvement plus ouvert, un mouvement qui mettra, j'allais dire, au-dessus de toutes les contingences partisanes et personnelles, le seul combat qui vaille, le combat pour la France. Merci.